Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission après la pause estivale. J'espère que vous avez passé un bel été et que tout va bien chez vous. Ici, ça s'est bien passé. Et maintenant, on reprend un peu nos bonnes habitudes. Un mercredi sur deux, le deuxième et le quatrième mercredi de chaque mois. On se retrouve pour parler de parentalité et de maternité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Élise Bascouert. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, on va parler d'un sujet, dès que j'ai reçu le mail d'Élise qui nous présentait son livre et tout ça, dont on va vous parler aujourd'hui, j'ai été rapide à répondre parce que tout de suite ça m'a parlé et je me suis dit, oh là là, ce sujet-là, il va être génial et j'ai trop envie qu'on le fasse. Et nous y voilà. Donc Élise, tu es hypnothérapeute, mais tu as surtout écrit un livre dont on va parler aujourd'hui. On va aussi parler un petit peu de ton parcours de vie que tu retraces dans ton livre et qui est d'ailleurs la source de là où tu en es aujourd'hui, si j'ai bien tout compris. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais on va surtout commencer par la question que je pose à tous ceux qui arrivent sur le plateau. Qu'est-ce qui te met en joie aujourd'hui, cette semaine ou dans le mois, comme tu veux? C'est toi qui choisis le quand. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est de venir déjà vous voir. Mmh. Ouais, c'était chouette, cette proposition qui effectivement a été rapide. Merci beaucoup, Pauline. J'aime à dire que je fais la différence entre être heureux et le bonheur. C'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin, je suis heureuse. Et le bonheur, effectivement, c'est du kiff. Préparer les cadeaux d'anniversaire pour ses enfants, acheter une voiture. Et au final, peu de choses peut rendre heureuse. Donc je suis assez facile à avoir le smile. Hein. Ah, génial. Merci pour ce partage. De rien. Allez, on y va. Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Le cœur au bord des yeux. Oui, c'est ça. Alors déjà, moi, comme je te le disais, dès que le titre, je l'ai lu, je me revoyais en train de pleurer enfant, traversée par maintes et maintes émotions. Ouais. Donc tout de suite, ça a touché cette part-là à l'intérieur. Et la couverture, elle est magnifique parce que du coup, on voit pas ton œil. Oui, c'est ça. Qui est magnifique, enfin, je trouve très parlant. Il se passe quelque chose. Donc, rien que déjà pour la couverture, moi, j'achète. Alors, j'ai pas été toute seule. Hein. C'est rigolo parce que la couverture, c'est quelque chose où j'étais absolument contre. Hein. Donc, comme quoi. Ah oui. Oui, Ouais. parce que ça touchait. La réaction qu'on a effectivement est fulgurante et c'était quelque chose que. J'étais dans cette passivité, dire que la vie est belle, parce que la conclusion c'est ça, alors que mon livre on est dans le pendant, et donc la vie est pas forcément easy à ce moment-là. Et la personne qui m'a aidé à faire effectivement cette couverture, lui il a lu en moi direct, et il a modifié la photo que je lui avais proposée. Ouais. Et dur à accepter quoi. Bah ouais, j'imagine. Ah ouais, parce qu'on rentre dans le dur quoi. Ouais. Et donc c'est exactement ce que tu ressens. Donc voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par lire le synopsis de ton livre qui m'a énormément touchée. Je trouvais que on comprenait de quoi on va parler là pendant l'heure qu'on est ensemble, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dans ton livre. J'espère vraiment. J'y vais. Ouais, merci. Le cœur au bord des yeux retrace le parcours d'une enfant caméléon, forcée de s'adapter pour ne pas déranger, pour survivre à l'indifférence. Je ne vais pas vous sauver, je n'ai pas de baguette magique, pas de méthode miracle. Je ne suis même pas complètement guérie. Est-ce que ça existe d'ailleurs ? Ce que j'ai, c'est un parcours. Celui d'une enfant neuroatypique, qui s'est adaptée avec ce qu'elle avait. Mon cerveau a choisi l'hypervigilance pour survivre dans ma famille. D'autres développent la surperformance, l'accumulation, le perfectionnisme.
Chacun son système, selon son environnement, selon ce qu'on nous impose durant l'enfance. Vous aussi, vous avez sûrement développé votre propre stratégie. Peut-être que vous avez réussi pendant des années en accumulant, en surperformant, en donnant tout, jusqu'au jour où votre cerveau a dit « stop ». Divorce, perte, burn-out, et soudain, plus rien ne marche. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que nos cerveaux atypiques nous font développer des mécanismes de survie qui finissent par nous épuiser quand on en abuse. Moi, j'ai transformé mon hypervigilance d'enfant en outil d'adulte. Pas par magie, par nécessité. Si vous vous reconnaissez dans cette adaptation forcée, dans cette fatigue de toujours compenser, alors ce livre vous parlera. Je partage ce que j'ai appris en chemin. Pas comme une experte, mais comme quelqu'un qui connaît le prix de l'adaptation et qui a trouvé comment transformer ses bugs en fonctionnalité. Ce livre, c'est ma main tendue. Une main qui dit « Je vous vois avec votre système D unique et il peut devenir votre force ». Merci. C'est incroyable. Je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi, il y a plein d'endroits où ça pop. Ouais. Ça dit « Mais oui, ah oui, ah bah oui, ça aussi. » Alors pour ceux qui sont pas trop à l'aise encore avec tous les termes, parce qu'il y en a quand même pas mal, je pense que on va peut-être un peu rentrer dans le vif du sujet et je te laisse peut-être nous parler de comment toi t'as vécu, déjà un peu revenir sur la neuroatypie. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'aujourd'hui on le voit partout, mais il y en a encore beaucoup qui savent pas trop. En fait, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est en très simple, le cerveau fonctionne différemment pour encoder les informations, tout simplement. Ouais. Il y a peu de personnes qui sont neuroatypiques. Alors on a l'impression, on en parle beaucoup, mais c'est un peu comme les véganes. Les véganes, c'est 1% en France, et finalement on en parle beaucoup. Ouais. C'est vrai que je dis neuroatypique, mais les personnes qui ont vécu pendant leur enfance des traumas, que j'explique, ont aussi cette hypervigilance ou ce côté à se rendre avec des masques. Et ces masques, c'est leur protection. Et ces protections, c'est pour s'adapter. Donc ce n'est pas que des personnes qui sont justement avec ce complexe neuroatypique. Ouais. Donc en fait, soit on a un cerveau qui fonctionne différemment. Ouais, qui encode, effectivement. Qui a son propre fonctionnement pour dans une autre case, tout simplement. En fait, le cerveau est rempli de cases et il rentre pas dans les mêmes cases que normalement. Et ça, on va le dire une fois pour toutes, c'est pas un effet de mode. Non, ce n'est pas un effet de mode. C'est prouvé il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs physiques, effectivement. Comme quand on regarde, quand on dort, il y a des phases. Quand on se couche, il y a 3-4 phases qu'on voit. Et les marqueurs dans le cerveau, par couleur, on voit quelle case fonctionne. Neuroatypique, c'est pareil. On voit qu'est-ce qui fonctionne. Voilà. Donc déjà, ça c'est dit. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est pas un effet de mode. C'est de la neuroscience. C'est de la neuroscience. Et alors, parce qu'en fait, il y en a qui vont dire que c'est un effet de mode parce qu'on en parle de plus en plus. Oui, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple vegan. Voilà. Et je sais plus où est-ce que tu l'as nommé, mais je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais en fait que du coup, pendant que toi tu traversais plusieurs traumas, et que tu t'adaptais, que tu vivais ton enfance, la science était en parallèle en train. Et oui. De commencer à découvrir ces fonctionnements-là. Effectivement, il existe donc plusieurs traumas. Donc il y a le trauma simple, effectivement, qui est connu depuis très longtemps. Par exemple, accident de voiture. Boum, trauma simple. Il y a le trauma complexe. Le trauma complexe, là, on rentre effectivement dans quelque chose qui est répétitif. Exemple, abus sexuel, répétitif. D'accord. Après, on est sur le trauma développemental. Trauma développemental, c'est quelque chose qui manque durant l'enfance. Effectivement, mon livre est entre ce trauma complexe et trauma développemental. Ça a été déclaré à la Première Guerre mondiale avec les obusites.
Alors oui, je suis une fan d'histoire en plus, donc. Super, on aura des dates précises. Ouais, si tu veux, je peux te les sortir, hein, fais gaffe. Et donc, effectivement, la Première Guerre mondiale, avec les gueules cassées, on s'est dit qu'à un moment donné, il y avait des personnes qui étaient quand même bien neurasthéniques. On sait que c'était pas des soldats qui sont partis en guerre, c'était des hommes qui ont été pris avec leurs fourches et ils devaient aller dans les tranchées. Ils devaient rentrer pour le mois de décembre, en se disant que c'était 4-6 mois de guerre, parce que jusqu'à présent, c'était 4 mois maximum. Ouais. Et ils voyaient qu'ils ne rentrent pas. Et au final, à la fin de la guerre, on se rend compte qu'il n'y a pas que des chocs physiques traumatiques, qu'il y a des chocs psychologiques. Bien et sûr. Là, on appelle ça des obusites, parce que la première fois qu'on se pose la question, on se dit, d'accord, on va poser une personne assise sur une chaise, qui, je le précise, neurasthénique par la guerre. Hein. On voit qu'il est complètement écrasé par le poids de ces 4 ans de guerre. Et on lui présente un casque. Une casquette, un casque de guerre qu'il avait quand il était au front. On doit être à plus de 3 bonhommes pour le maîtriser. Ouais. Ça disjoncte. Ouais. C'est pas quelque chose de fake. Ouais. Et là, on a commencé à se dire, ouais, c'est normal, parce que avec les obus, le souffle de l'obus a créé un souffle dans le cerveau, et le cerveau a cogné de gauche à droite, et donc il a un problème psychologique. Ouais. Et là, d'autres médecins allemands qui sont concertés avec les Français, ils se sont dit, ouais, mais nous, on a des gars qui n'ont pas vu d'obus. Et qui pourtant ont les mêmes effets. Ouais. Et là, on s'est dit, ok, trouble comportemental. Ouais. Là, premier trauma, effectivement, complexe, trauma invisible, qui a été surligné, pas vraiment validé, mais surligné. Et plus on continue, on descend. Il y a eu effectivement dans les années 80, ça a commencé à se développer. Le MDR, par exemple, une dame qui marche toute seule dans la rue, qui est très malade, et elle balance ses yeux de gauche à droite, et finalement elle se rend compte que la douleur diminue. Ouais. Et finalement on se rend compte que quand on se balade, quelque chose de physique, donc nos yeux, de gauche à droite, effectivement la douleur peut voire même s'arrêter, parce que l'encodage du cerveau se fait différemment. Là, il y avait quelque chose à regarder. Ouais. Donc là, dans les années 80, ça a commencé à s'ouvrir, et l'OMS, donc si tu veux des dates, entre 2018 et 2022, a validé trauma invisible. Okay. On est entre, effectivement, ces traumas complexes et trauma développemental. Ouais. Voilà. Donc du coup, moi je suis née dans les années 80, effectivement. Et voilà, c'est ça. Et donc comment dire, ça n'existe pas. C'est ouais. Oui, parce qu'on va dire dans les années 80, c'était pas plus trop un temps de guerre pour la France. Non. Ça allait bien. Alors qu'est-ce qui était traumatisant ? Ouais, c'est ça. Bien le questionner. Ouais. Et du coup, c'est là où j'aimerais rentrer plus en détail, parce qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui se disent, moi j'ai pas eu de traumatisme, je suis pas traumatisée. Ah mais carrément. Alors qu'en fin de compte, mais c'est d'ailleurs dans mon cabinet, c'est ce que je rencontre. Bah oui, voilà. Ouais, des gens qui en peuvent plus, qui sont à bout parce que ils se sont fait plaquer, ou ils ont arrêté le travail, ou procrastination. Puis alors là, ils se reconnaissent pas là quand même. Je dis tiens, c'est bizarre. On peut peut-être dire dans une échelle que, par exemple, une personne qui est emmenée à la guerre, puis qui n'était pas un soldat, qui était juste un homme ou une femme. Non, pas trop une femme qui fasse la guerre, pour l'instant, c'est surtout les hommes. Ah non, aujourd'hui, il y en a. Ouais, elles sont pas que secrétaires. Oui. Non, mais à l'époque. Mais ouais, c'est ça. À l'époque, je veux dire, à l'époque, c'est plutôt les hommes qui sont partis. Oui. Des hommes qui sont partis comme ça, qui n'étaient pas formés pour être soldats, puis qui deviennent soldats, qui vivent la mort, voilà, des images très atroces, quelles qu'elles soient, rentrent avec un traumatisme. Mais aujourd'hui, un enfant qui grandit dans un environnement qui, même si ses parents l'aiment, mais qui n'est pas adapté à finalement ce qu'il vit, va aussi vivre des traumatismes. Tout à fait. C'est moins violent qu'une guerre, mais ça crée quand même un traumatisme. Alors tout dépend pour qui c'est moins violent, encore une fois. Voilà. Et oui. C'est là où je veux en venir. Oui, effectivement. Alors il existe le trauma vicariant. Là, moi j'ai expliqué les 3 grands traumas qu'on bosse. Le trauma vicariant, ne serait-ce que être témoin d'une scène, est aussi un traumatisme. Faut pas minimiser. Et même, moi j'ai des homologues qui écoutent simplement des mecs de l'ONG ou militaires, rien que d'écouter.
On n'est pas dans ce monde-là, on n'est pas formé non plus et on part pas non plus avec eux au sol. Au bout de 4 ans, elles peuvent être en PLS de tout ce qu'elles ont écouté. Ouais. Donc effectivement, les parents, des fois, il faut malheureusement dédramatiser la chose. Et oui, un enfant n'a pas de filtre jusqu'à même, on disait 7 ans, l'âge de raison, c'est faux. C'est 10 à 11 ans. Okay. Ce qui veut dire qu'un enfant, quand on dit qu'il n'a pas de filtre, quand on fait des petites phrases à la con, mais qu'est-ce que tu ressembles à ton grand-père ? Eh ben, le gamin, il va pas se dire j'ai un morceau, quelque chose de mon grand-père. Il va se dire je suis mon grand-père. Et c'est là où est toute la nuance. Parce que quand on comprend comment un cerveau fonctionne, et la neuroscience vraiment a évolué ces 7 dernières années. C'est encore plus nouveau. On n'est même pas dans les années 80, quoi. Non. Donc on rame encore sur plein de choses, on va être très clair. Et effectivement, ce filtre-là, eh bien, on s'en crée des masques sans qu'on le sache. Et ces masques-là, on en a besoin. Parce qu'il faut tenir socialement, même quand on est bout de chou de 6 ans. Et on a des perspectives et des ressentis. Nous n'avons pas que 5 sens, ou alors il y en a qui vont dire 7. On a plus de 20 sens. Donc effectivement, les mots, quand moi j'explique effectivement à des enfants que les mots sont magiques, les mots ont une présence, les mots ont une force. Et alors je suis pas là à plus soyer la bienveillance H24, à surveiller ses mots, ses gestes, ses attitudes, parce que nous avons un enfant. Non, on est humain, on reste humain, on a le droit de crier, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pleurer, on a le droit de... Et devant ou pas devant les enfants, tant qu'on explique après à l'enfant ce qui s'est passé en disant bah ouais, maman là, elle a pété un plomb, c'est vrai, mais voilà ce qui est arrivé avec des mots simples. Ils sont pas obligés de rentrer dans une vie privée. C'est vrai que toute cette sphère-là... on peut être des bons parents et avoir un enfant effectivement hyper sensible et lui créer effectivement une gêne, et cette gêne va développer des masques, et à 30, 40, 50 ans on pète un plomb parce que ce masque-là n'est pas nous-mêmes, nous reflète pas. Et c'est là qu'on vient me voir généralement. Est-ce que tu pourrais, pour étayer un petit peu ce que tu viens de partager, nous parler un peu de toi, et sans trop dévoiler le contenu du livre, mais voilà, nous parler un petit peu de ce que tu as pu vivre, toi, et de comment, du coup, dans quel univers tu as pu grandir. Qu'est-ce qui a fait, parce que je l'ai pas dit, mais il y a une petite phrase en dessous du livre, du titre du livre, qui est « Je suis née dans le bruit du monde, mais j'ai grandi j'arrive pas à dire. Dans le silence des autres ». Ouais, c'est tout à fait moi en fait. Voilà, c'est tout à fait moi. Et encore une fois, c'est mon prisme. On est 5 frères et sœurs dans ma famille. On est complètement tous différents, et pourtant c'est les mêmes parents. D'où je disais bien la phrase d'avant, on peut être des bons parents, combien on connaît dans une fratrie le fameux mouton noir, voilà. Oui, moi j'ai grandi effectivement dans la transparence, c'est-à-dire que je suis ni positive ni négative. Pour prendre un exemple concret aujourd'hui, très concret, à 42 ans. J'ai arrêté de compter à 35. Non, mais à 42 ans, j'ai contacté mes parents pour dire j'ai terminé mon livre. Alors ils étaient pas au courant que je fasse un livre. Donc voilà, j'ai fait mon livre, j'ai terminé, mais je l'ai terminé, mais voilà, couverture faite, avec tout ce qu'il y avait autour à faire, parce que c'est pas que écrire un livre, c'est je sors moi toute seule mon livre. Et que ça soit de l'un ou de l'autre, aucune question. Parce que transparente. Il y a aucun engouement. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sors mon livre physiquement dans quelques jours là. Ils ne connaissent même pas le titre. D'accord. Ils ne m'ont pas demandé. Mince. Ce qui veut dire que moi aujourd'hui, j'aime beaucoup cette phrase en anglais. J'en ai rien à faire. I don't care. Mais j'ai cherché tout le long de mon enfance et de ma crise d'ado à prouver qui j'étais, comment j'étais, pourquoi j'étais. Fallait que je me décortique.
Et en fait, effectivement, depuis ma plus jeune enfance, j'ai eu une force et merci à eux d'être libre. Je suis partie à 14-15 ans de chez moi. Ok. J'ai fait mes études. Je continuais jusqu'à 22 ans, ça m'a pas empêchée. Donc j'ai travaillé toute seule l'été pour payer mes études. Et cette force d'être seule, effectivement, m'a amené à contrecarrer socialement tout ce que je pouvais. C'est-à-dire que j'avais pas le droit de pleurer, j'avais pas le droit d'être en pause, j'avais pas le droit de me reposer, j'avais pas le droit... Donc moi, ma force, effectivement, c'est l'hypervigilance, c'est-à-dire que la façon dont je me suis assise aujourd'hui sur ce fauteuil, je me le suis imaginé 4 fois différentes, pour être sûre de pas être surprise. Ok. Donc c'est quelque chose, quand je marche dans la rue et que toute personne me croise, je sais exactement ce qu'il pense, qui il est, quoi, comment, s'il faut que je change de rue, s'il faut que je souris, s'il faut que je baisse les yeux. Ok. Il y a quelque chose qui se fait dans l'instantané, aujourd'hui à 42 ans. Mais quand j'étais gamine, forcément j'ai appris parce que seule. Ouais. Dans mes ressentis, dans mes peurs, dans ma joie. Et seule dans ma joie. Mais quelle punition. Ouais. Ouais. Ouais, c'est le partage normalement qu'on va chercher. Je faisais des besoins. Des spectacles, j'apprenais des pièces de théâtre, des danses seule. Ouais. En me disant qu'à un moment donné, il y en a forcément un de mes frères et sœurs ou mes parents qui vont venir me voir quand je m'entraîne, à un moment donné. Ouais. Puis finalement, pendant l'entraînement, j'ai rien. Puis je me dis, la date du spectacle, ça va se savoir. Et je suis seule, même au spectacle, jusqu'à la fin. Donc je rentre chez moi et rien ne s'est passé. Okay. Et je me rends compte que on va tous manger à 7 autour de la table et puis basta. Ouais. On va faire une petite pause musicale. Puis on va revenir pour continuer à développer ce sujet fort passionnant. Je suis avec Élise Bascouverte. On parle de son livre et de son cœur. Oui, aussi. Le cœur au bord des yeux qui sort bientôt. Donc à tout de suite. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous voilà de retour pour attaquer cette deuxième partie d'émission. Je suis avec Élise Bascouverte. On parle de son livre, Le cœur au bord des yeux. Élise, tu viens de nous partager un moment très fort de ton enfance et de maintenant aussi, avec cette invisibilité. Comme un extrait marquant de ton livre, tu dis certains enfants apprennent à marcher, à parler, à rire. Moi, j'ai appris à disparaître. Oui. Et mais sans le savoir, voilà, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action à disparaître. C'est compliqué de trouver le mot qu'il faut parce que je ne suis pas comptée. Ouais. Dès le départ, je ne pourrais pas dire effectivement que j'emmène un sujet positif ou négatif à la maison. Il n'y a aucune réaction. Ouais. Voilà. Donc je n'ai pas su. Je n'ai pas su avoir cette présence d'esprit pour me minimiser ou me maximiser. Ouais. Parce que je ne suis pas là. Ouais. Ouais. Je te demandais hors antenne. Ouais, dis-moi. Comment ça s'est créé? J'imaginais en fait que parce que moi, ce qui est aujourd'hui à l'âge que j'ai, c'est j'essaye de comprendre. Ouais. Tu vois, je suis dans cette phase-là. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui façonne. Quels sont les éléments qui vont façonner dans notre enfance la personne qu'on va devenir? Qu'est-ce que chacun a pu vivre qui a développé ça à l'intérieur de lui ou appuyé sur ça, oui. et qui fait qu'il est aujourd'hui l'adulte qu'il est avec ces fonctionnements-là. Puis on verra après que toi, ton outil magique, c'est de faire de ces fonctionnements-là des forces. Ouais. Et ça, c'est l'étape d'après, et c'est très beau, mais on en reviendra plus tard. Et du coup, je me questionnais de est-ce que c'est ces micro-traumatrices inconscients même, qui se sont tellement répétés, que du coup, l'hypervigilance en est née? Voilà, c'est ça. C'est sur ces traumas donc qu'on appelle complexes. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui revient. Et c'est là où on crée nos mécanismes. Voilà, très concrètement. Et j'expliquais tout à l'heure que on a énormément de sens. Par exemple, nos enfants n'ont pas autant de vocabulaire que nous, donc nous, en plus du fait qu'on est adulte, on sait encaisser. Mais si je vous prends un exemple tout bête, quand on demande à un enfant s'il entend le bruit d'une voiture,
Il va nous dire, déjà, c'est pas une voiture, c'est un camion. Ah ouais. Donc t'as senti que c'était lourd. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'as entendu d'autre? Ça roulait vite. Ah ouais, ça roulait vite. Ok. Donc déjà, t'as pas que entendu, parce que t'as perçu que ça roulait vite. Ouais. Et puis en plus, ça va. J'étais pas non plus en danger parce que ça roulait vite, mais je sentais que j'étais pas en danger. Le son était loin. Ok. Donc là, t'es en train de me dire que tous ces proprioperceptions, c'est pas que le son. C'est les enfants ressentent beaucoup plus parce que ils en ont besoin pour grandir. Ouais. Nous, ça, on l'a eu. Maintenant, on l'a intégré et on n'en parle même plus. Ouais. Finalement, quand les gens vont écouter, on se dira, oui, c'est vrai, on sait que si c'est une moto, c'est un camion, si c'est lourd, si c'est rapide ou si on est en danger. Ouais, ça c'est en 3 secondes, effectivement. Mais le gamin, lui, il se le prend en pleine poire, ça. Ouais. Et quand il y a de la désinformation, quand il y a des soucis au sein social, c'est pas forcément familial, hein, ça peut être sportif, ça peut être dans l'éducation nationale, ça peut être, on est vraiment. Ouais. Mais quand c'est répétitif, effectivement, on grandit avec. Ouais. Et donc on contrecarre, parce que sinon on crève. Ouais. Il y a pas le choix. C'est de la survie. Mais ouais. Et donc quand on contrecarre, moi j'ai eu encore un monsieur qui est venu juste une fois, donc c'était beau, j'aime bien quand les gens viennent qu'une fois, qui était dans une hyperactivité, mais surtout quoi. Et il m'expliquait, mes parents, ils m'appelaient le kangourou parce que, alors moi, j'arrêtais pas. Effectivement, le mec, il fait l'Ironman, il fonctionne, il bosse cadre comme un malade, il va dans plusieurs pays, une famille fantastique. Et à un moment donné, il y a eu le petit truc qui fait que, il a eu un problème, un grave problème quand même, mais un problème familial. Et il s'est mis à tout arrêter. Tout. Et en fait, on voit quand il est parti en transe, on se rend compte qu'en fait que son cerveau, quand il était enfant, parce qu'il est reparti loin, a contrecarré, effectivement, pour éviter de voir quand il était au collège et qu'il se faisait harceler, et que ça n'arrêtait pas, et que c'est plus de 35 heures par semaine, le collège au final. Il s'est dit, ok, je vais cacher cette partie-là de ma vie, et mon cerveau, pour survivre, on va faire plein de choses. Et on va faire plein de choses et on va oublier ça. Mais on va oublier dans l'instant T que je le vis. C'est pas oublier dans 5 ans, 10 ans, ça ira mieux et se dire, ça c'est des comportements d'adultes. Le gamin, à 12 ans, il s'est dit, ok, instinctivement, sinon je vais crever, quoi. Et lui, ça a été effectivement l'hyperactivité. Ouais. Voilà. Et ça arrive à tout le monde. Voilà. Oui, je pense exactement. Ça me touche. Je suis désolée. Non, sois pas désolée, okay. C'est très bien. Bon. Ça me touche parce que ça fait partie des préoccupations qu'on a aujourd'hui quand on est parent, quand on voit ce qui se passe dans les cours de collège, qu'on voit, quand on repense déjà à ce que soi-même on a vécu dans les cours de collège, et c'était déjà pas fameux. Moi, je fais partie des enfants qui ont plutôt été pointés du doigt et puis harcelés que ceux qui harcelaient. Voilà. Ouais. Donc il y en a d'autres aussi qui font rien. Hein. Ou qui font rien. S'il te plaît. C'est vrai aussi, il y en a qui font rien. Mais bon, du coup, ça fait grandir cette inquiétude de se dire, quand on devient parent, nos enfants vont aller après dans des cours d'école où potentiellement ils vont aussi se faire harceler, agresser, violenter. Ouais. Et de plus en plus tôt. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et de plus en plus grave dans l'atteinte de l'intimité. Et donc, en fait, aujourd'hui, là, si on se ressent un petit peu sur tout ça, mais c'est juste pour dire que c'est des traumatismes. Ouais, ça en est. Voilà. Ouais. Tout ce que nos enfants vont vivre dans les cours d'école, qui viennent les agresser, que ce soit verbalement, physiquement, c'est un traumatisme. Oui, c'est rien, mon chéri, ça passera demain. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ouais. Là, c'est vraiment réprimandé. L'éducation nationale, en plus, a mis un point là-dessus, mais oui. C'est ça. Donc, que ça soit dans la famille, dans la cour d'école, dans l'activité extrascolaire, n'importe où, dans la vie de l'enfant, où il y a ces agressions-là, ça crée des traumatismes qui vont créer des fonctionnements des mécanismes de survie. Ouais, c'est des mécanismes de survie, tout à fait. Et ces mécanismes de survie, à l'âge adulte, ils épuisent. Eh ben, c'est à un moment donné, on se rend compte, et moi ce que j'espère, c'est qu'on se rend compte avant nos 80 ans, quand on interroge les personnes à plus de 85 ans, qu'est-ce qu'ils voudraient partager, on est quand même à plus de 90% qu'ils n'ont pas vécu leur vie, quoi.
Ouais. Donc là, à un moment donné, il faut vraiment pointer du doigt de quoi, Ouais. comment. Je prends cet exemple de la personne qui fait une crise cardiaque, Ouais. qui revient et qui va bien. Je dis pas à moitié handicapé ou légume, hein. Mais quand il revient, généralement, mais tout son environnement en entier social ne le reconnaît plus. Mais pourquoi on le reconnaît plus ? En fait, il s'est rendu compte que tout ce qui portait, qui n'était pas à lui, il l'a largué, quoi. Parce que la vie, c'est pas ça. Ouais. Et c'est quand même horrible qu'il faille une crise cardiaque et s'en sortir Pour, pour se dire, attends, mais là, qu'est-ce que je fous, quoi. Ouais. Et donc, on en parle. Ouais. Alors, comme on peut. Moi, la différence avec mon livre, c'est vrai que je suis pas médecin. J'ai pas fait des études à haut niveau. J'ai pas un passé docteur, etc., de doctorat. Moi, ce que j'ai fait, j'ai étayé mes exemples. Et en étayant mes exemples, j'espère que les gens vont se reconnaître et se dire, ah non, mais moi, ça, je l'ai vécu, mais ah ouais, mais putain, mais ma vie, elle peut être autrement, mais j'y avais pas pensé. Ouais. C'est vraiment ces pop que j'ai envie de créer. Ouais. C'est ma vie. Ouais, je l'ai écrite de ma naissance à aujourd'hui, vraiment à mes 40 ans. Et c'est des exemples que tout le monde a soit vécu, soit vu ailleurs. Et l'impact en tant qu'enfant, crise d'ado et adulte, est basé sur des traumas. Ouais. Et donc ces traumas, on n'est pas obligé de se les trimballer comme des valises ou comme des poids Non. toute notre vie. Ouais. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. C'est qu'on peut désencoder le cerveau pour que le message soit effectivement enregistré normalement. En fait, si le message est enregistré dans une autre case, je vais pas commencer à parler d'hypothalamus, amygdale, etc. Ouais. Mais si il est enregistré dans une mauvaise case, ça va créer un stress et ce stress va effectivement exciter à un moment donné la personne pour pouvoir contrecarrer ses actions. Si effectivement, ne serait-ce qu'en se rendant compte d'où vient le trauma, que ça, déjà il y a 80% de travail qui a été fait. Ouais. Ouais, faire du lien, en fait, amener de la compréhension et de se dire, il s'est passé ça dans mon enfance que j'avais mis de côté, volontairement, inconsciemment, mais pour survivre. Ouais. Et inconsciemment aussi, sans me rendre compte, j'ai développé un mécanisme de fonctionnement qui aujourd'hui n'est plus tenable. Le problème, en fait, là on se pose la question si c'est mon caractère. Voilà. Parce que ça peut être le caractère, ou si c'est un mécanisme de fonctionnement. Ouais. En fait, il faut se poser la question, est-ce que ça me coûte ? Est-ce que ça me coûte, moi en tant que femme, qui ai été mise dans des comportements effectivement à m'oublier, en plus, donc comme ça, entre transparente et m'oublier, donc comme ça on est bien. Mais effectivement, donc je prends mon cas personnel, mais effectivement par exemple dans mon couple ou avec mes enfants, je m'oublie pour créer une harmonie et que les autres aillent bien. Ouais. Voilà. Donc je m'oublie. Est-ce que ça c'est quelque chose qui me va ? Est-ce que c'est raide quand je le dis ? Est-ce que je me punis ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui me plaît et là ça fait partie de mon caractère ? Ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand on se pose la question, si ça commence à piquer, si à 40 ans on commence à se dire ah ouais mais mes rêves je les ai pas faits. Ah oui, mais là, c'est que ça commence à piquer et c'est qu'effectivement, ça devient un comportement qu'on s'est créé pour pouvoir survivre dans notre société. La fameuse crise de la cinquantaine, quarantaine. Où les gens, d'un coup, se disent, il n'y a pas de retour. Un virage à 180 degrés. Ok. J'aurais envie de te poser comme question, comment tu accompagnes du coup ces personnes qui viennent ? Est-ce que en fait finalement c'est simplement par les séances d'hypnose qu'on arrive à remettre un peu de l'ordre dans de qui je suis et qui j'ai envie d'être ? Alors l'hypnose déjà, ça amène. Donc je le redis, je suis pas médecin, je suis un outil effectivement élévateur. C'est-à-dire que on va travailler la gestion des émotions. Ouais. En fonction des... Donc moi j'utilise mon courant, il est ericksonien. Voilà, je suis pas hellmanienne ou d'autres, encore il y a d'autres courants. Quand la personne vient dans mon cabinet,
à 90%, hein, c'est rare, 90%, ils ont besoin de lâcher leur sac. Ouais. Parce qu'ils arrivent sur un moment où ils ont vu des médecins, ils ont vu des chirurgiens, ils ont vu des psys, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc en gros, ils sont désespérés. Voilà. Donc la façon, quand ils viennent me voir, je les écoute, bien que je ne sois pas obligée. En hypnose, on n'est même pas obligé de me dire ce que la personne a ou quoi que ce soit. À partir du moment où je capte son émotion, où elle me dit, voilà, j'ai de la peur, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'angoisse, j'ai envie d'être sereine, j'ai envie de... Et là, on peut faire monter effectivement en quelques secondes. Ouais, on peut multiplier fois 10, même plus, cette émotion. À partir du moment où on touche l'émotion, il y a forcément une image qui va lui arriver, il y a forcément un moment, un souvenir. Un souvenir, ouais. Et là, généralement, on met le doigt dessus en disant « Ah oui, ah oui, non mais, ok ». Et c'est très rare que je n'ai pas d'image en dessous de 10 ans. Hein. Ouais. C'est-à-dire que encore hier, par exemple, une dame, elle est descendue à 5 ans, ok, bah tu repars, 8 ans, ok, tu repars, 13 ans, ouais, bon, bah enfin, on va rester dans l'enfance, Ouais, souvent, c'est... On le dit, hein, enfin, moi je l'avais jusqu'à 7 ans, mais maintenant je viens d'apprendre grâce à toi que finalement c'est peut-être plus jusqu'à 10 ans, mais que les 10 premières années finalement de l'enfant, en fait, ont conditionné l'adulte qu'il va être, et c'est primordial. Du coup, j'en viens à... Aujourd'hui, en tant que parent, les parents qui ont quand même conscience de tout ça, mais comme tu l'as dit en début d'émission, et moi je valide complètement, on va pas s'empêcher d'être un être humain qui a des émotions, qui ressent. Donc, bah oui, il y a peut-être des moments qui vont être traumatisants pour nos enfants. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, c'est ok, hein, on n'est pas Superwoman ou Superman. C'est ok à partir du moment où il y a une discussion avec son gamin. C'est-à-dire que mais moi ça m'est arrivé j'avais envie, j'étais fatiguée, mais alors complètement explosée le soir, il était 21h et je vois mes enfants qui descendent de l'escalier alors qu'ils sont censés être dans leur chambre calme, le smile, en me disant maman raconte-nous une histoire. J'étais au bout du bout, je m'en souviens parfaitement et ça m'est pas arrivé qu'une fois et j'aurais dit non là c'est le temps d'adulte. Bon, 2 fois, 3 fois. Bon, bah, forcément, le ton, il est plus que monté. J'étais complètement fatiguée et j'ai rien expliqué en disant stop, ça suffit maintenant. Bon, ils sont remontés la trouille au ventre. Et j'étais contente parce que plus un bruit, je me suis dit ça y est, c'est bon. Ils dorment. Ça, oui, je suis calme, on va dire, parce que je suis pas encore débile comment il fonctionne, je vois bien. Mais effectivement, c'était calme. Il y avait plus un bruit, il y avait plus de lumière et c'était que ce que je voulais et je réfléchissais pas. Je ne suis pas rentrée ce soir-là à me faire une douche psychologique, à me dire ok, j'évacue mon stress, ok, je me remets neutre, ok. Non, je suis désolée, je suis humaine et j'ai ce mode de fonctionnement, j'essaye de l'avoir, j'essaye de tendre et je ne l'ai pas tout le temps. Le lendemain matin, pas un mot et là j'aurais dit bon, il va falloir que je vous explique ce qui s'est passé hier soir quoi. Et quand j'ai expliqué, bon bah les deux on a un humour assez noir et sarcastique, donc effectivement on s'est fait des petites blagues, on a compris, on a évincé et ça a été compris. Voilà. Mais évidemment qu'on va faire des conneries. Et heureusement qu'on les vit quoi. Parce qu'avec les enfants on va s'en souvenir aussi. C'est ça. Ah ouais. Donc finalement, si je résume, le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est restez vous-même, soyez humain. Mais par contre, discuter avec vos enfants. Ouais, c'est ça. Débriefer. Ouais, pouvoir débriefer. Débriefer de quand vous identifiez qu'il y a un moment où ça a dérapé. Bah, c'est ça, en fait. On en reparle. Voir par exemple, le comportement d'un gamin, si au bout d'un moment, on lui demande qu'est-ce que tu as envie de faire, bah, je sais pas. Bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir, bah, être avec toi. Bah, puis finalement, petit à petit, quand on décortique, on voit le gamin, il y a rien qui lui fait plaisir, sauf de rester avec vous. Donc, on a voulu dire, bah, on va aller à la pêche, on va aller à la chasse, on va aller monter à cheval. Oui, à partir du moment où le gamin est avec cette personne-là, enfin, sa mère ou ses grands-parents ou que sais-je, bon, bah là, il y a un problème. Bon, bah là, si le gamin, il n'arrive pas à dire ce qu'il a envie, bon, je parle pas d'un enfant de 3 ans, et encore un enfant de 3 ans, c'est encore plus rapide parce que c'est, voilà, j'aime pas, quoi. Mais effectivement, on voit dans la longueur s'il y a quelque chose comme ça qui cloche un peu, la conversation, c'est important. Et encore plus important, pas obligé que ça soit les oreilles et la bouche du papa ou de la maman. Hein. Ça peut être quelqu'un d'autre. Où le gamin peut lâcher. En disant, il t'est arrivé ça.
truc tout con, et ça a été lâché, et finalement c'est reporté aux parents, et le parent il comprend, et ça y est, c'est terminé. Ouais. Enfin, c'est pas une tierce personne, des fois aussi, ça marche mieux quand on a du mal à dialoguer avec ses enfants. On va faire notre dernière pause musicale, et puis on va se retrouver après pour continuer à parler de ton livre qui sort bientôt, qu'on sache où le trouver, quand. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Allez, nous voilà pour la dernière partie d'émission, même si ça passe trop vite. Il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble. Toujours avec Élise Bascoert sur son livre Le cœur au bord des yeux. Un sujet qui est juste waouh. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ce livre entre les mains, de le dévorer. Voilà, parce que je pense que on a tous, enfin moi de ce que je comprends, c'est que tous les êtres humains ont des traumatismes d'enfance. Peu importe que ça soit dans leur famille ou à l'école ou en extrascolaire comme on l'a dit, il y a encore beaucoup d'êtres humains qui ont même des traumatismes d'adultes parce que ça s'arrête pas qu'à l'enfance. Ah bah non, ça serait trop facile. Toute situation finalement, c'est ça, c'est de comprendre que chaque situation qui est vraiment qui apporte de la souffrance, une émotion qui est intense, qui est forte et qui laisse des non-dits, qui laisse une amertume, qui laisse une incompréhension, qui laisse quelque chose. En fait, c'est un traumatisme. Alors, répétitif, c'est important. Et répétitif. Ouais, répétitif, c'est important. Parce que quand le corps émet un stress, la colère, n'importe quelle émotion, ça émet un stress, on apprend très très bien et même mieux et à plus long terme. Mais pas que par la joie. La colère, la tristesse, c'est-à-dire le prof qui met la honte à un gamin qui est au tableau, le gamin il va apprendre plus vite. Le stress monte. À court terme, d'accord. La joie à long terme, effectivement, c'est le mieux. C'est là où on apprend plus longtemps. Mais oui, il faut que ça soit répétitif pour parler de trauma. Ouais, c'est ça. Avec voilà, ce chef qui nous en met toujours plein la tronche à chaque fois. Au bout d'un moment, ça commence à laisser des traces. Dans ton livre, du coup, je trouvais ça important de nommer tous les thèmes qui vont être abordés, parce que là, on en a parlé de quelques-uns. D'enfant caméléon, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai inventé, mais je trouve que ça parle bien. Ça parle bien. Parce qu'on voit que le caméléon, il cherche à se fondre dans la masse. Je sais pas si tu l'as vu, cette série. Moi, je dirais que c'est quand même une série documentaire sur Netflix qui s'appelle Adolescence. Pas du tout, je regarde pas en plus. Non, bon, désolée. C'est une nouvelle série, mais c'est pas grave. C'est une nouvelle série qui vient de sortir, je pense, qui illustre beaucoup de ce qu'on a dit. Je vais peut-être regarder alors. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que en fait, dans cette série, on suit une famille dont l'enfant est accusé de meurtre. Et en fait, on comprend que les motivations du meurtre, elles sont multiples. Elles sont par rapport à ce que l'enfant vit au collège, à ce que l'enfant vit dans sa famille, même si la famille a l'air d'être une famille heureuse et joyeuse, on comprend quand on a le regard depuis l'enfant qu'il y a tellement de non-dits entre lui et son père et qu'il attend l'attention de son père à un tel point et qu'il cherche en fait à être aimé et à être vu et qu'il a l'impression de ne pas être aimé et de ne pas être vu, mais parce qu'en fin de compte il y a des non-dits, l'interprétation d'un geste que le père va avoir qui en fait n'était, quand on se met du regard du père, n'avait rien à voir avec ce que l'enfant s'est raconté, l'histoire qu'il s'est racontée derrière. Et ça, plus ça, qu'est-ce que ça apporte du coup, jusqu'à où ça peut pousser un enfant. Donc bref, c'est une belle série, je trouve belle non, parce que c'est quand même très triste, mais qui reflète assez bien le quotidien peut-être de pas mal de familles et d'enfants et d'adolescents, mais qui parle aussi finalement de ce qui est invisible. Voilà. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'on peut retrouver dans ton livre, c'est tout ce qui est invisible. Voilà, ces mécanismes qu'on développe inconsciemment, ces comportements qu'on commence à adopter pour être vu, pour être aimé, pour exister, pour chacun a complété son pour. J'ai tout fait. Voilà. je crois de mon pouvoir, de ce qui était possible. J'ai essayé qu'on me voie. Tout à fait. C'est ça. Et donc je trouve ça très bien qu'il y ait un bouquin qui commence à parler de ce que c'est que l'hyperadaptation, l'hypervigilance,
Je pense qu'il y a aussi l'hypersensibilité qui peut aller avec. Oui, j'en parle, mais en fait, j'utilise pas des grands mots comme ça. Ouais. Le fait que je balance mes exemples, donc qui sont pas forcément joyeuses, elles peuvent l'être, hein, je précise quand même. Mais effectivement, c'est ce qui permet par le mimétisme cette comparaison pour que les gens puissent aussi se reconnaître. Ouais. Et c'est la façon dont je fonctionne. Donc le fait que je sois pas scolaire, j'avais besoin pour comprendre ce mimétisme-là. Alors je l'ai écrit comme ça. Ouais. Donc les traumatismes invisibles, ça on l'a nommé. L'effacement identitaire. Bah ouais. Ça c'est quand même assez fort. Et je sais que ça va meurtrir beaucoup de parents de se dire mais comment mon enfant il peut s'effacer? C'est parce que je voulais, c'est parce que je souhaitais. Ouais. Et pourtant ça s'est peut-être produit. Ouais. C'est dur, hein, mais bon, ça a eu lieu, c'est là. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Mais encore une fois, parce que c'est par répétition. Ouais. C'est-à-dire que la maman qui a zappé une fois le goûter de son gamin ne sera pas traumatisée. Voilà. Hein, non mais c'est vraiment. C'est ça. Moi, l'exemple dans le livre, concrètement, j'ai fait un seul voyage scolaire. Parce que chaque fois, j'ai pas eu de bol, hein, entre les profs qui pouvaient pas, le financement qui ne se faisait pas, etc. Pas financement, moi perso, mais vraiment de l'école, quoi. Ouais. Je pars en Angleterre 15 jours, Pays de Galles, je reviens, personne vient me chercher à l'aéroport. Je reste la dernière élève à attendre minuit, pas de porte qui s'ouvre. J'ai 12 ans. Ah, quand même. Transparence totale. Et tes parents étaient pas... Enfin, l'école t'avait laissé? Alors... Le maître d'école était resté? Non, dans le livre, j'explique. En fait, ils étaient pas contents du tout. À un moment donné, quand ils voyaient que minuit arrivait et que personne, les portes se fermaient. Puis ils caillaient, il faisait froid en plus. Et puis alors moi, je comptais les secondes. Allez, à 10, quand la porte elle s'ouvre, c'est eux qui arrivent. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. La porte elle s'ouvrait pas. Je me disais, mon Dieu. Alors je recomptais. Et puis, bon, bref. Mais effectivement, non, c'est une maman qui habitait pas loin de chez moi. À l'époque, on habitait à Lacan-Océan. Elle m'a ramenée parce que sa collègue était dans ma classe, donc voilà, elle m'a ramenée. Mais elle m'a déposée comme un sac. Puis bon, elle a un peu attiré les oreilles à ma mère. Mais la réponse de ma mère a été je me suis trompée de jour. C'est ni négatif ni positif. Allez, va te coucher, ma belle. Ouais. Basta. Ok. Faut que ça soit répétitif. Ouais, c'est ça. C'est pas un goûter qu'on oublie. Hein. Non, c'est pas le goûter qu'on oublie. Comme tu nous as dit, il y a eu les spectacles. Voilà. Il y a eu la répétition. Choses. Mais oui. Voilà. Ouais. Ok. Le retour à soi? Oui, le retour à soi, mais ça c'est les grandes claques de la vie qui nous obligent à nous regarder et on n'a pas envie. Ouais. Et finalement, on change de métier, on plaque tout. Moi, j'ai tout plaqué, maison, mes chevaux, mes terrains, même la garde de mes enfants, c'est modifié. Ouais, tout plaqué. Ça fait partie du processus, je pense. Je sais pas, l'univers m'a obligée, en tout cas. J'aurais jamais écrit de livre sinon. Ouais. Mais vous êtes nombreux, je pense, parce que j'entends beaucoup d'histoires comme la tienne et à chaque fois, il y a un truc qui fait que il y a un retour forcé à soi. Ouais. Un peu forcé par. Oui. Ouais. Moi, ça a été, alors effectivement, par la maladie, qui m'a fait donc arrêter, tout plaquer. Mais oui, ces personnes qui ont des crises cardiaques, qui ont, ils ont la tête écrasée par terre. Et qu'est-ce que tu fais maintenant, quoi? Ouais. Bon, je vais réfléchir. C'est ça. Mais voilà, tu prends le Maud Ankawa qui est une autrice aussi, et puis qui est l'année dernière a animé une conférence pour le Bifit qui a lieu ce week-end, un festival qui est organisé ici à Aix-les-Bains autour du yoga du bien-être. Ah oui. Et oui, exact, j'en ai entendu parler. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça, Maud Ankawa, elle avait la vie parisienne, elle détenait des millions dans une société d'informatique, etc. Elle faisait énormément, et puis jusqu'à ce que ça soit son collègue qui ait la crise cardiaque. Ah ouais. Et qu'elle se dise, en fait, non. Ah ouais, c'est pas ce que je veux, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Et que du coup, elle arrête, le surmenage. Ouais. Et qu'elle commence à partir au Népal, à respirer, à faire de la méditation,
Ouais. Ouais. Un voyage initiatique qui l'a amené à écrire un livre. Donc il y a toujours quelque chose qui va... Et de plus grand en plus. Ouais. Ouais. La parole incarnée, Ouais. la thérapie du lien et tout ce qui est neurodivergence et hypersensibilité, parce que donc on a parlé des traumatismes sans qu'on soit neuroatypique dans nos têtes. Ouais. Mais voilà, qui peuvent amener à créer des comportements, et ensuite ceux qui sont aussi avec un fonctionnement de cerveau différent. Et oui, parce que là, pour le coup, quand on parle de neuroatypique, effectivement, socialement, on s'en rend compte. Voilà. Ouais. Ah Ouais, bah oui, directement. À la récréation, ils ont tendance à être seuls. Je veux pas généraliser, mais moi, mes 2 fils le sont. Hein. On a passé des tests, et c'est comme ça que je me suis réveillée, hein, parce que moi, pour moi, tout allait bien. Et c'était d'ailleurs très rigolo quand les neuropsy me regardaient en disant: mais vous êtes sûre, Madame Basquer? D'accord, moi je vais faire le test aussi. D'accord. Mais effectivement, et d'ailleurs je l'ai pas cru, j'en ai pris une deuxième dans un autre département. Je me suis dit, elle est folle. Voilà, on n'est pas tous les 3, c'est pas possible. Enfin là, qu'est-ce qu'elle me fait? Je l'ai payé, ça coûte très cher en plus, hein, merci. Ouais. Bon, elles font des hautes études, d'accord, mais bon. Et au bout du 2e coup, je me suis dit, ah oui, mais merde, ouais, je suis dans les cases, quoi. Ouais. Mais oui, par exemple, moi, mon petit dernier ne parlait pas jusqu'à ses 3 ans et demi. Alors je me disais, bon, pourtant je suis pipelette. Et mon premier, tellement pipelette avec moi, on se disait, bon, zut. Et quand il s'est mis à parler à 3 ans et demi, des blagues de second degré. 3 ans et demi, normalement, c'est pas à 3 ans et demi, non, les blagues. Ouais. Voilà. Donc, il s'y rigole tout seul, mort de rire, et les gamins, ils le regardent en disant, mais qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Bah oui, parce qu'ils comprennent pas. Rien. Enfin, c'est pas marrant du tout, quoi. Enfin, et moi, je rigolais, ils me regardaient, ils disaient, c'est marrant, on est ok. Bah ouais, mais bon, moi je suis c'est marrant pour moi. Bah ouais, c'est ça. Enfin, essaye de créer un lien, s'il te plaît. Et il n'a pas été invité à des anniversaires avant ses 7-8 ans. Ouais, c'est tard, du coup. Donc bah là, on s'imagine tout le stress des mamans qui préparent des anniversaires, qui... Bon. Ouais. Ça fait partie des choses. De la vie, tout à fait. Des indicateurs. Ouais. Voilà. On va finir sur... Non, je la garde pour tout à l'heure, mais on va... Qu'est-ce qu'elle va me dire? Non. Je ne connais pas les questions. Hein. Non, c'est bon. Bah non, mais on arrive en fin d'émission. Sortie de ton livre, c'est quand? Ouais, alors le 21, à partir... On peut déjà le commander sur mon site. Ok. Voilà. Ton site, qui... Je ne l'ai pas. Eh ben c'est c'est EBH, pardon, EBH et hypnose avec, ou alors EBhypnose, EBHhypnose.fr. Ok. Voilà. EBhypnose.fr. On peut commander sur ton site. On peut commander sur mon site. Très bien. Le 21 dimanche, j'y suis même physiquement. Je signe, je fais des dédicaces à Frangy, à la maison de la presse. Ok. Voilà. Et dans un mois, on en reparlera. On devrait pouvoir me voir plus facilement dans de gros contextes. Voilà. D'accord. Ok. Mm-hmm. Et notamment des conférences, c'est ça? Oui, là, je vais commencer, ouais. Okay. Je vais commencer à faire des formations. Ouais, et faire des conférences, ouais. Conférences et formations, voilà, ateliers pour les professionnels pour former des thérapeutes sur les traumatismes invisibles. Ouais. Super. Donc des dédicaces qui vont venir. De toute façon, tu as des réseaux sociaux ou quelque chose? J'ai Instagram, j'ai Facebook. Où tu vas annoncer où est-ce que tu es en dédicace, par exemple? Ouais, je vais commencer, ouais. Voilà, si on veut un petit gribouillon sur le... C'est ça. Voilà. Et si on veut prendre rendez-vous avec toi, parce qu'on se dit que ça nous parle et qu'on a envie d'aller investiguer ce qui s'est passé dans notre vie pour se sentir soi. Avec grand plaisir, en hypnose. Voilà. Donc ton cabinet, il est dans quelle ville? Il est à Serrières-en-Chautagne. D'accord, pas loin de Chana. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Voilà. Ok. Je suis à 2-3 minutes du village du dessous, là, donc c'est dans les hauteurs, en montagne. Ok. Et on peut prendre rendez-vous. Ouais, tout bêtement, à m'appeler. On t'appelle. Vous trouvez mon nom, prénom. Voilà. Donc ton numéro, on le donne comme ça. C'est un moyen déjà de le dire. 06 80 38 10 75. Ouais. Et sinon, sur un moteur de recherche, Élise Bascouert, de Bascouert. Ouais. On devrait te trouver. Sur mon site, il y a et le livre et mon cabinet. Donc c'est parfait. Ouais, ebhypnose.fr. C'est parfait. Merci Élise. Merci à vous tous d'avoir
était là pour nous parler de ton livre Le cœur au bord des yeux. Avec grand plaisir. Une des dernières citations que je citerai pour terminer, c'est que tu as écrite. Hein. Ouais. On ne guérit pas d'avoir été un enfant caméléon, mais on peut choisir de ne plus se trahir. Ouais, c'est possible. Voilà. Et je pense que c'est un beau message d'espoir qui invite à la transformation et à aller plus loin et à finalement en faire quelque chose de notre histoire. Voilà. C'est pas obligé que ça soit pesant. Ça peut aussi être une force. Ouais, l'évolution, même si elle est douce, l'évolution est là. Ouais. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une belle journée. Vous étiez dans l'émission Parents autrement sur Radio Grand Lac, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en replay sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, ainsi que toutes les émissions de la radio. Très belle journée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.